Donc là, j'ai eu l'idée de faire ce live parce que disons que l'actualité est un peu brûlante sur le sujet. On avait déjà parlé donc avec Maxime, on avait déjà parlé pour le coup de la santé mentale des combattants. On en avait parlé dans le premier épisode de Zone Rouge qu'on avait fait avec Cyril Diabaté et ensuite après sur l'épisode qui vient de sortir avec Jean-Charles Skarbowski. Je vous invite forcément à aller regarder, c'était très intéressant. Et là, pour le coup, il y a eu l'actualité de Dustin Poirier qui a été arrêté en fait par la police pour ivresse sur la voie publique. Il était donc à l'aéroport d'Atlanta et on a vu en fait des scènes assez dramatique. On l'a vu un peu perdu. Et je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion d'utiliser cette actualité pour aussi venir parler de la santé mentale des combattants et de comment ça peut les toucher, en tout cas dans l'après-carrière, voire même durant leur carrière pour certains combattants dont on parlera. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, toi, de ta réaction quand tu as commencé à voir ces posts arriver sur ce qui s'était passé avec Dustin Poirier? Ouais, alors, Dustin Poirier, déjà pour resituer le personnage, c'est une sacrée légende de l'UFC, Mhm. au style très bagarreur. Donc on Mhm. savait quand on le regardait qu'il allait avoir Ouais. de la castagne et qu'il allait pas avoir du judo, quoi. Donc on est déjà sur un profil de combattant comme ça. Comment j'ai réagi? J'étais pas étonné. Si tu veux, à chaque fois que je vois des trucs comme ça avec Mhm. des anciens de l'UFC ou d'autres orgas, je suis pas étonné parce que ça met le doigt sur la question de la santé mentale pendant la carrière qui n'est pas du tout mise en avant par les grands organes. Absolument pas. Autant avec l'UFC Institute, ils sont vraiment super bien suivis au niveau Ouais. physique. Tu vois, il y a des gens comme François Maubert, par exemple, qui est le kiné pas de tous les Des athlètes, ouais. Français de l'UFC, hein, Mhm. et de beaucoup plus d'autres personnes d'ailleurs, qui me disent qu'effectivement, lui me dit effectivement au niveau physique, l'UFC Institute c'est plutôt pas mal, il y a des choses qui se font bien. Lui Mhm. verrait d'autres choses même plus pointues, mais dans l'ensemble c'est vachement bien. En revanche, moi quand je regarde ce qui se fait là-bas au niveau mental, c'est du zéro pointé. C'est-à-dire qu'il n'existe rien. Il y a un demi-paragraphe sur de la prépa mentale, c'est un niveau maternel, et puis après sur tout ce qui est accompagnement de la personnalité, du projet du combattant et tout, c'est zéro. C'est zéro. Donc soit on est bien câblé dès le départ et voilà, on se fait sa petite carrière et puis tout va bien. Soit il y a un petit souci et ce petit souci devient boule de neige avec tout l'effet de la médiatisation du stress et de tout ce qui se passe quand on est sous les projecteurs. Et on Mhm. en arrive à des choses comme ça. Alors, le pauvre Dustin Poirier, on le prend comme exemple parce que c'est le plus récent, C'est ça. mais c'est pas le seul. On a vu déjà des gens comme John Jones qui l'ont fait, y compris pendant la carrière. Complètement. On a vu Conor McGregor qui est parti en cacahuète complètement après sa blessure. Après, il y a quelqu'un comme BJ Penn aussi, ancien double Mike champion Tyson à la grande de. époque aussi, hein, Ouais. Mm. voilà. Bah, disons qu'il y a il y a un peu ce côté de, au max, on aura des séquelles neurologiques très graves, comme Mohamed Ali avec un Parkinson, Hum, etc. hum, Ça peut arriver. Et après, on peut avoir aussi des séquelles neurologiques, par exemple, paranoïa, ce genre de choses. hum, En football américain, ça s'est quand même beaucoup vu, des histoires d'anciens footballeurs qui tuent leurs femmes. Ça avait défrayé la chronique, mais ça avait eu lieu à cause des chocs. Et en fait, dans le MMA, pour l'instant, on n'a pas encore la vision, comme tu dis, à long terme. L'UFC Performance Institute, ils disent qu'ils font quand même pas mal de recherches sur ce sujet-là. Pour l'instant, en tout cas, on n'en a pas. Ouais, on n'est pas certain. Je vois Nocens là qui commente l'articulation chez certains. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, Geji gagner là le titre lightweight. L'articulation, elle est dramatique. Donc, en fait, dans leur vie quotidienne, ces combattants vont être touchés. Et c'est quand même, c'est vraiment dramatique. Surtout que c'est des légendes. On a été fan d'eux, etc. Et ça, c'est vrai que c'est d'une tristesse entre guillemets sans nom parce que quand t'es sur le devant de la scène
bah, tout le monde t'adule, etc. Mais quand tu prends ta retraite, en 1 an, 2 ans, t'es oublié. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu? Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être ce qui va se passer dans la tête de ces combattants qui ont vécu avec de l'adrénaline tout le temps et qui d'un coup d'un seul perdent cette adrénaline, perdent la lumière? Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête et comment toi, en tant que professionnel, parce que tu es psychologue clinicien, j'ai peut-être oublié de le dire, comment toi tu les accompagnerais là-dedans? Bah, en fait, tout est une question de focalisation de l'attention. C'est que ça. Et ces gens-là, ils ont eu une focalisation de l'attention par de l'adrénaline, par du stress qui était plutôt constructif pour eux. Mhm. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu le brouhaha de la rumination anxieuse ou de la dépression ou autre, voire plus Mhm. grave. Donc tout a été très concentré là-dessus. Et donc tous les matins, ils se levaient, ils cherchaient même pas à comprendre, ils allaient faire leurs entraînements, ils s'étaient focalisés sur les événements. Bon, tout ça était donc très très bien tenu. Et puis d'un coup, la retraite, et puis là, d'un coup, c'est plus rien. C'est-à-dire que il y a bien deux, trois sollicitations dans les médias, mais c'est pas tous les jours. Si on n'a pas préparé de quoi devenir consultant pour une chaîne ou autre, on n'a pas une occupation quotidienne. Et donc ces gens-là, et tu vois, Dustin Poirier l'a très très bien dit en interview chez, j'ai plus le nom, le commentateur de l'UFC, Je regarde. euh, Joe Rogan, merci. Mhm. Il lui a dit, je m'ennuie, et Ouais. quand vient l'ennui, viennent les mauvaises choses. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand vient l'ennui, il n'y a plus de focalisation. Et donc, Mhm. chut, il a Dont son l'alcool. cerveau qui va partir. Donc, Parce il en a parlé chez Joe Rogan, Dustin Poirier, que oui, la consommation d'alcool devenait une problématique. bien Euh, sûr, et on parle d'alcool, mais de stupéfiants aussi. Donc c'est-à-dire bien sûr. les paradis artificiels deviennent un peu comment dire, la réponse automatique. Conor McGregor, on a beaucoup dit qu'il avait toujours été comme ça, à être attiré par l'alcool, par la fête, par la drogue. Mais de ce qu'on voit, ça reste vrai même chez Dustin Poirier, qui pour le coup était pas forcément comme ça. Donc est-ce qu'il y a aussi un côté d'accoutumance à l'adrénaline et donc à partir de ce moment-là, en fait, on a un effet de seuil et en fait, tant qu'on dépasse plus ce seuil, on a du mal en fait à revibrer. Est-ce que c'est Oui, bien ça? sûr, Hmm. bien sûr. Et ça, tu le remarques dans tous les métiers à très haute intensité. Chez les militaires, dans les forces qui sont déployées sur le terrain très régulièrement, on a ça. Quand vient le moment de la retraite, c'est injouable en fait pour eux parce que qu'est-ce qui va se passer d'excitant aujourd'hui? Bah rien. Et donc effectivement, il va falloir chercher l'excitation quelque part et quelque part reproduire des situations à risque. Ouais. Et on a des comportements déjà qui sont des profils qui sont déjà attirés par des situations à risque, qui ont une réponse professionnelle. Donc c'est très bien, on leur donne leur métier, on leur donne à manger là-dessus, on leur donne des situations à risque. Donc tout va bien. Mais du moment où cette situation professionnelle change et qu'on leur donne plus de situations à risque, bah, eux vont les créer. Et là, ça va poser un problème parce qu'ils vont se mettre eux-mêmes en danger, puis parfois souvent les autres, quoi. C'est pour ça qu'on voit Dustin Poirier qui est alcoolisé, qui est pas bien, on le voit à l'aéroport, et il fait un peu de peine d'ailleurs, parce que toujours triste de voir des grands champions comme ça, et il va chercher la bagarre avec l'agent de sécurité ou le policier, quoi. Ce qui est typiquement Vas-y, vas-y. Continue, continue. ce qui est typiquement une situation de prise de risque de dingue. C'est-à-dire on peut alcoolisé, on va faire un tas de trucs, mais là, il est prêt à en découdre. C'est-à-dire que si le policier dit oui, il y a bagarre, quoi. On le voit Sur aussi la remettre création. son short comme il le faisait en combat, comme si son cerveau avait switché. Et, C'est fascinant, ça, hein. je trouve que c'est réflexe conditionné. On est à deux doigts du Pavlov, en fait. C'est vraiment ça. C'est qu'il passe en mode combat. Il remet son short comme il le fait, comme son tic qu'il a pendant ses fights. Derrière, il y a il y a toute une chose sur le fait qu'il se projette pas du tout sur les conséquences de ses actes. C'est-à-dire il est vraiment dans le présent de je me fight, je suis habitué à faire ça, j'ai toujours fait ça Mm. plus ou moins toute ma vie. Et il se dit pas ah putain je vais me faire arrêter. Si je me fais arrêter, qu'est-ce qui se passe pour ma fille? Qu'est-ce qui va se passer pour ma famille? En fait, il n'a pas du tout cette projection-là. Et je pense que c'est ouais,
C'est très vrai. Et ce que dit Jean dans le chat, il a mis plusieurs commentaires que je trouve très intéressants. Il parle notamment de la détresse aussi une fois qu'on a perdu ce qui nous animait. Parce que la réalité aussi de tous les sports quand on devient athlète, c'est Oui, qu'est-ce qui vient en fait une fois que on a passé 20 ans, 15 ans de notre vie à ne vivre que pour ce sport, à ne parler que de ce sport et d'un coup d'un seul tout s'arrête. Tout le monde n'est pas fait pour être commentateur, tout le monde n'est pas fait pour être coach. Qu'est-ce qui va oui. se passer une fois qu'on aura perdu cette définition? Je sais que tu en avais parlé au moment de notre premier podcast. Il y a un côté de il faut redéfinir ses objectifs et ça c'est central et potentiellement être accompagné, ça peut aider là-dessus. Tout au long du chemin, tout au long, tout au long. Quand on en avait parlé avec Cyril Diabaté, pour lui, c'était évident puisque déjà en parallèle de sa carrière, il Mhm. coachait. Donc il Ouais. était combattant et en même temps il était coach. Donc il n'y a pas eu, il y a quasiment pas eu de transition. Ça a été un chemin très. Et puis il avait la tête sur les épaules, voilà, il n'y avait pas de Mhm. problème. Et ce dont on avait beaucoup parlé avec Thomas Loubersan, c'était ça, c'était on va s'entraîner pourquoi, on va faire de la compétition pourquoi, ou même pour un autre, allons dans un autre champ, hein, allons dans le champ professionnel, non sportif. On choisit tel métier pourquoi, on veut de l'argent pourquoi, et quand on a atteint tel objectif, où est-ce qu'on met la barre, où est-ce qu'on met le cap? Mhm. Si on n'a pas ces définitions-là au fur et à mesure, à un moment donné, dans la retraite, que ce soit sportive ou non sportive, il va y avoir un phénomène de dépression, plus ou moins prononcé, hein. Mais moi, je vois des non-sportifs qui vont à la retraite, qui l'ont pas préparé, qui se tapent une dépression démesurée, parce qu'il n'y a plus aucun doute. Chez les militaires, c'est un grand classique. Tout à fait. Et chez les sportifs, bien sûr, ça explose parce ils se trouvent une petite routine, ils continuent un peu à la piscine, faire du vélo et tout, mais il y a l'entretien physique qui est essentiel, c'est la base, mais l'excitation de l'événement, elle y est plus. Et ça, il faut qu'elle soit retrouvée quelque part, il faut qu'elle soit transformée en quelque chose. Et si c'est pas préparé, il va y avoir un carton, c'est sûr, parce qu'il va y avoir une construction artificielle, une situation à risque pour stimuler cette adrénaline-là. Et ce serait quoi la solution pour toi, en tout cas vis-à-vis des organisations, si tu devais les conseiller sur un modus operandi pour éviter ce genre de choses, comment tu ferais? Bah, accompagnement psy dès le départ. Dès le D'accord. départ. C'est évident. C'est évident. C'est vraiment ce qu'on propose au Rascamp avec Thomas Louversan. En tout cas, c'est ce Ouais. que lui m'a fait le plaisir de me proposer. C'est tout va bien, il y a tous les niveaux, il y a des très grands pros et puis il y a des débutants qui ont pas. Mais on commence déjà à parler psy tout de suite. Ouais. Comme ça, c'est fait, c'est embarqué. Et il n'y a pas, ça paraît pas extraordinaire. On rentre pas dans une dimension qui fait peur. Et puis surtout, on parle pas de choses incroyablement compliquées. C'est quels sont les objectifs et quels moyens je me donne. Mhm. Et tu vois, on se posait la question, je posais la question en story de McGregor qui disait dans une vieille vidéo, quand j'aurai de quoi payer ma Ouais. maison, voilà, ma famille, à tout le monde, une fortune et que j'aurai la ceinture autour de la taille, bah, j'aurai atteint mon objectif et je pourrai Ouais. m'arrêter. Et on peut se dire, bon bah tiens, il a atteint son objectif, donc finalement, c'est bien. Sauf que Ouais. vu comment il a décompensé ensuite, on peut pas être satisfait de ça. Donc quelque Non. part, il a pas du tout défini son objectif correctement. Mais il y a un Et tout, côté, il y a un côté en plus. Alors parce que, en fait, pour moi, il y a deux choses qui viennent, c'est que l'exemple de McGregor, il est criant de vérité, mais parce que derrière, le fait qu'il soit devenu une star fait qu'il a un effet de courtisan derrière. C'est-à-dire que les gens vont pas le mettre en doute, lui parler de sa psychologie, ils disent qu'il a réussi, et en fait la réussite sociale devient presque euh, la preuve que tu vas bien, alors que exactement, alors que pas du tout. Donc ça c'est la première exactement. chose. Et la deuxième chose, j'ai vu Jean aussi en parler dans le chat. Et quid de tous ces combattants qui ont tout mis pour dans ce sport, mais qui y vivent une espèce de précarité incroyable. Et ça, pour le coup, c'est la majorité des gens.
C'est-à-dire la majorité des athlètes, Oui, c'est pas des McGregor, c'est des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, qui sont obligés de faire un autre boulot, d'être coach, d'être videur en boîte de nuit, d'enchaîner 2, 3 journées pour réussir à maintenir un espèce de niveau. Et quid de eux, comment ils vont vivre aussi tous ces sacrifices-là? Ceux qui n'ont pas aussi l'argent pour aller faire des tests pour savoir si leur cerveau fonctionne bien. Euh, tout un truc ouais. aussi de cette espèce de tabou. Par exemple, imagine que tu as des pertes de mémoire ou des problèmes d'articulation. Qu'est-ce qui va se passer en réalité est-ce que tu vas être capable d'en parler, de venir dire à des gens autour de toi, je suis désolé, mais là, je me souviens plus. Et ça me fait peur. J'avais eu cette discussion avec Patrick Pitbull, donc le frère de Patricio Pitbull, qui a été bien connu, ancien aussi champion du Bellator. Et j'avais vu la détresse dans ses yeux quand il m'avait parlé des séquelles qu'il avait. En fait, il m'avait parlé de toute cette époque où il faisait des sparring extrêmement durs. En vrai, c'était des combats quand il était à la team Minotauro. Et en fait, j'ai vu là vraiment la détresse quand il s'est dit ouais, je crois que j'ai des séquelles en fait. Je crois que j'ai des séquelles. Je me rappelle plus. Des fois, je suis en colère d'un seul coup et j'ai peur de faire du mal, tu vois, aussi à ma femme. Je me souviens en 2019 de la femme de Tony Ferguson qui avait parlé justement de ça. Euh, qui avait parlé, en fait, on avait eu l'appel qu'elle avait fait à la police en disant, faut que vous veniez m'aider, mon mari est en train de faire une crise de paranoïa, mais elle avait dit, mais attention, mon mari c'est un champion de l'UFC, venez pas juste comme ça, enfin, Venez il pas à faut que deux, quoi. Ouais. ouais, Mm. venez pas de, c'était vraiment terrorisant. Mm. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est pas du tout préparé. C'est quoi un peu tes réactions sur tout ça, sur déjà l'aspect Bah, là, tu, précarité, l'aspect, ouais, vas-y. t'as mis le doigt sur un truc super important. Je vais prendre dans l'autre sens. Mm. Je traiterai la précarité après. Euh, sur le tabou, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le monde militaire, de la police et du sport de haut niveau, c'est-à-dire tout ce qui présente un caractère éliminatoire dans sa condition de santé. Mhm. Tu vois, si tu as un pet de santé, t'es éliminé. Donc police, militaire et sportif de haut niveau. Et il est évident que, tu vois, moi, je me suis fait une commotion cérébrale là, il y a 2 semaines sur une Ouais. compétition. Comme c'est pas mon métier, bah, j'ai tout dit tout de suite au médecin. Je me suis fait prendre en charge tout de suite. Et donc, tout est très transparent. Ça avance bien, ça avance vite. Il n'y a pas de problème majeur. Mais je me suis dit, si c'était mon métier et que j'avais un manager qui m'attendait en me disant t'as 2, 3 combats là dans 3 mois qui payent bien, en tout cas tu peux pas te permettre de les louper et tout. Est-ce que je dis tout ça? Ouais. Tu vois, il faut vraiment aller dans la vraie vie. En théorie, on va dire mais oui les gars, franchement vous êtes des merdes, il faut tout dire et tout d'accord, mais très bien, mais en pratique, quand c'est ton gagne-pain, est-ce que tu le dis? Moi bien sûr en tant que professionnel de santé, je les enjoins T'es à déjà faire cette évangélisé, toi démarche-là. aussi. Mm. Mais bien sûr, et puis Mm. je connais tous les dégâts. Normalement, c'est moi qui traite ces gens-là. Donc, tu vois, de me retrouver de l'autre côté, ça fait. Mais il est bien évident que quand tu as une sélection en équipe de France au bout du compte, ou quand tu as une mission à l'étranger, ou quand tu as tel ou tel Ouais, combat contre tel, bah, peut-être que tu vas pas avoir l'honnêteté de dire tous les symptômes que tu as, parce que tu vas avoir peur de passer à côté de l'événement. Et et se ça, c'est surajoute un autre tabou qui est le tabou de l'homme alpha, du mental d'acier qu'ont ces exactement. combattants, les policiers, etc. Et en fait, ils veulent tous être des bonhommes et en fait avoir des problèmes mentaux, c'est Exactement. être fragile. Et ça, pour le coup, c'est pareil. Donc, se surajoute à toutes les problématiques d'athlètes le côté de l'autoreprésentation qu'on veut représenter le fait qu'on est un homme fort et dans le C'est MMA, ça. c'est stratosphérique à quel point C'est ça touche les gens. stratosphérique, oui. Hmm. On est sur le truc ultime, hein. On est Ouais, vraiment à égalité avec les forces spéciales dans l'armée, quoi, si tu veux, en termes c'est ça. d'image de la virilité, image négative en tout cas de la virilité, parce qu'il y en a une qui est pas mal.
Et en plus, si tu regardes bien la représentation sociale qui est tout à fait admise, Mhm. c'est le mec un peu taciturne qui ne parle pas et qui boit son whisky. Et C'est ça. celle-là, elle est très très véhiculée dans le cinéma. Elle est pas négative, elle est même valorisante. Tu vois, il y a beaucoup de héros de films qui sont comme ça, mais qui Ouais, vivent bien. On voit pas l'alcoolisme à l'écran, on le voit pas, on voit ouais. pas les conséquences. Et donc, c'est une invitation un peu aussi sous-jacente à se dire, écoute, si t'es un bonhomme, au lieu d'aller voir ton médecin et ton psy, tu te sers un verre et puis tu vas voir, ça va le faire tout aussi bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est ce tabou-là est phénoménal. Donc moi, je suis là en tout cas pour bouger les lignes. Toi aussi, avec les choses que tu fais, qu'on fait ensemble. Cyril Diabaté, Ouais, ouais, bien sûr. Thomas Loubersan, Major Gérald, Go, tous ces gens-là, vraiment, ils passent ce message-là. Et puis ensuite, sur la question de la précarité, c'est un vrai sujet, parce qu'on s'aperçoit que là, précisément, la mode du MMA a fait exactement comme le football il y a 20-30 ans, c'est-à-dire que des tas de minots s'engouffrent là-dedans en pensant qu'ils seront demain Mhm. ce Les prochains, ouais. qu'avant on était le nouveau Zidane, bah là maintenant Mhm. c'est le prochain McGregor ou autre. Et il lâche tout, les études, tout ça. Bon. Et tu vois, on en parlait avec Johan Lidon, qui est un super Ancien champion de champion pieds-points. Ouais. Mhm. de Muay Thai. Euh, il m'a exactement, et donc lui m'a dit, mais pour moi c'était très simple. Il me fallait mon boulot à la mairie, et à partir de ce moment-là, je pouvais faire des compétitions pro, parce que je savais que les compétitions pro, elles allaient pas payer des masses, et peut-être même qu'elles allaient pas avoir lieu. Mhm. Et peut-être même que j'aurai un souci de santé grave et que je pourrai plus boxer pendant un an. Donc, il me fallait mon contrat à la mairie. Et comme ça, Ouais. j'avais mon petit salaire qui était pas, mais sur celui-là, je pouvais compter. Et ça, c'est un truc que je voudrais dire à tous les jeunes combattants. Prenez-vous un taf, prenez-vous un dont vous êtes sûr d'avoir la paye tous les mois, qui vous paiera quoi qu'il arrive, avoir un arrêt maladie, mais soit remboursé, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut, mais ne comptez pas sur les primes de combat ou les trucs. C'est, c'est, ça tient à rien, volatile. Effervescence, donc, sont prises à gauche, un numéro sur la liste et vont vous faire être long, quoi. Donc, sur la précarité, ça, c'est miser sur la sécurité, impérativement. Parce que si ça se casse, il vous restera un pilier solide. Je sais que la fédération française là, de MMA, elle a mis en place le statut de sportif de haut niveau. Donc en fait, c'est Ok? des emplois genre mairie, département, etc. Police même d'ailleurs, je crois qu'ils font. Où en fait Bien. c'est des horaires aménagés où en fait tu fais des mi-temps, etc. Donc c'est de la bonne solution. Donc faut regarder aussi ce statut qui te permet de vivre. Euh, Trop bien. je vois aussi là une question que je trouve assez intéressante posée donc par Nocem. Je pense que c'est Pierre qui est derrière là le compte. C'est le risque par exemple pour Topuria de sombrer. On a vu qu'il a passé bah, déjà un peu plus d'un an sans combattre. Son dernier combat c'était contre Charles Oliveira. Il a eu toute la partie avec sa femme, le divorce, problématique de garde, problématique aussi financière de qui donne l'argent à qui, etc. Là, il vient de subir une grosse défaite et quid de comment revenir et comment faire les choses. Comme si par exemple tu avais Topuria là qui venait te voir au cabinet, comment tu l'accompagnerais? Ce serait quoi tes, tes principales manières d'agir? Est-ce que justement tirer à l'encontre de ce côté courtisan, même en le bousculant un peu, ou est-ce que tu Ah l'accompagnerais? oui, oh bah alors ça, enfin, le côté courtisan, de toute façon, il est jamais bon dans le soin, hein, toujours. Mm. Hein. Moi, je suis heureux de travailler avec les sportifs parce que je Mm. suis fan Mindset. de leur façon de Mm. vivre, de leur mindset. Je suis fan de tous les Mm. sportifs que je suis tous. Mais quand on est en consultation, c'est fini. Mm. C'est-à-dire que là, c'est un pro qui parle à un autre pro, donc c'est Mm. terminé. Et donc, Topuria, si j'avais l'opportunité de le suivre, déjà, je m'assurerais de la qualité de son entourage. Parce Ok. que c'est des gens qui sont très très mal entourés, extrêmement mal entourés. Surtout quand la famille vole en éclats.
À la limite, quand tu as un couple stable, tu peux faire toute ta vie, t'es tranquille, tu te fais trahir à droite à gauche, c'est pas un problème, et c'est ce qui tient. Mais quand ton noyau familial explose, qui est son cas, il va y avoir des tas de gens qui vont venir lui gratter l'amitié, lui donner des conseils, et donc il va y avoir des tas de parasites autour de lui. Donc, qui l'entoure, quelles sont ses personnes de confiance, Ouais. déjà. Point numéro un. Parce que c'est la qualité de l'environnement qui va faire la différence, c'est évident. Ensuite, point numéro 2, euh, qu'est-ce qui l'a choqué là dans ces derniers mois? Mhm. Parce que dans tout ce qu'il a traversé, il y a forcément des trucs qu'il n'a pas digéré. On traiterait les chocs avec le MDR, peu importe, mais il faut qu'on traite parce qu'il y a eu des tas de choses qui n'ont pas été digérées. Si c'est pas digéré, ça va repéter à un moment donné. Donc Mhm. ça, on traite. Donc voilà, qualité de l'environnement, traitement des chocs. Et troisièmement, même premièrement, mais peu importe, c'est pas par ordre de priorité, c'est il en est où de son suivi médical? Ouais. Parce que là, il s'est pris des traumas à répétition, hein. Nous, on est habitués à voir ça maintenant quand on voit des Ouais. combats de l'UFC. On a vu Benoît Saint-Denis sortir avec une tête comme ça, mais c'est pas normal. Il faut Non, pas mais le attends. banaliser, ça c'est pas normal du tout. Dire c'est des chocs qui sont, euh, enfin c'est d'une gravité sans nom. Donc là, il va y avoir un suivi, enfin il y a déjà un suivi. Il faut vraiment qu'il soit de qualité. Il faut vraiment ne pas se précipiter. Mhm. Et il faut voir lui comment il a traversé ça au niveau émotionnel, parce que c'était un événement très très grand à la Maison Blanche, donc il y a une portée Historique. émotionnelle qui est très grande. Mhm. Il était porté favori, il est historique, il est Mhm. arrivé avec une confiance qui était due à sa montée en puissance extrêmement rapide, et donc la descente, elle va être aussi. Donc là, c'est clair qu'André, ces trois aspects-là, je me mettrai tout de suite avec l'équipe médicale et on avancerait ensemble en équipe. Et ça porterait le point numéro un de l'environnement. C'est-à-dire que déjà là, il sait qu'il serait bien entouré et qu'il y aurait toute une équipe autour de lui qui va dans la même direction. Y compris si c'est pour lui casser les pieds, à dire non, bah, il y a tel événement parce que là, il parle d'un événement quoi en novembre, En décembre, il le parlerait d'un retour en septembre à la décembre. rentrée, je sais plus. Ouais. Bah non, tant pis. Et c'est là d'ailleurs que nous autres professionnels de santé, on se heurte à tout un système, hein. Ils peuvent tous te le dire ça, hein. Ouais. Dans les équipes de rugby, dans les équipes de foot de très haut niveau, à un moment donné, quand le professionnel de santé dit non, il y a toute l'équipe, Ouais. le staff, le marketing, les mecs qui mettent les sous, qui disent bah en fait c'est oui. Ouais. Et là, il y a un bras de fer, et généralement, ce qui se passe, c'est que les staffs de santé se font virer. C'est Ça, c'est comme ça clair. que ça marche, hein, Ouais. dans la vraie vie. Donc, effectivement, quand tu me dis, est-ce qu'on irait à l'encontre, en fait, là, il y a même, c'est même pas une question, on va toujours à l'encontre de l'athlète. On y va Mhm. toujours, quitte à se faire, on est toujours comme ça. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a déjà des prédispositions génétiques. Donc, ces prédispositions génétiques, ça veut dire aussi qu'on peut les identifier. Oui. Donc, il faut être aussi lucide sur soi-même si on voit qu'on a déjà des prédispositions physiques, génétiques, pardon, à la dépression, à ce genre de choses, à voir la vie en noir, etc. Bah, peut-être déjà s'accompagner de quelqu'un qui nous suit, quel que soit d'ailleurs, psychologue, psychanalyste, j'ai envie de dire quelqu'un de Peu confiance, importe. peu importe, quelqu'un qui va. Et après, une fois que ça est mis en place, quand arrive un gros revers, vraiment être accompagné de la meilleure des manières. Et je pense que c'est un peu ça les choses. Et après en discuter, je sais que c'est tabou et la réalité c'est que même moi qui suis dans ça, qui comprend ces problématiques, le tabou reste en fait. Le tabou reste. Oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est ultra important d'en parler comme ça très régulièrement. Mm. Très régulièrement d'en parler, de montrer que bah en fait il y a tout le monde qui y est et ceux qui veulent absolument pas mettre leur nez là-dedans, ils peuvent si tu veux avoir une vie tranquille, mais il y a quand même de très grandes probabilités pour que ça te pète à la figure à un moment donné. Ouais. Et donc nous on est là pour ça. Et moi je te dis, je serai très heureux le jour où mon métier sera inutile. Je serai le plus heureux. J'irai couper du bois, j'irai faire des trucs. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc on y va.
Ouais. et on fait en sorte que ce soit pris le plus tôt possible. Bah, n'attendons pas de finir comme Destine Poirier, comme BJ Penn, interné en hôpital psychiatrique pour faire des choses. Faisons-les en amont. Je pense que c'est la principale question. Je sais que quelqu'un comme Paddy Pimblett en avait beaucoup parlé. Je sais que Volkanovski, Ouais, au moment de ses prises de décision, avait aussi parlé de comment il avait brûlé les étapes pour revenir et que ça lui avait été préjudiciable. Donc dans un but de performance, le mental, notamment d'ailleurs dans le MMA, le mental est absolument primordial, donc il faut s'en occuper. Je sais que tu n'avais pas exactement. beaucoup plus de temps pour le coup, là il est 13h03, donc bah, je vais te libérer, mais je trouvais ça important de faire ce live-là. Merci encore une fois, Maxime. De toute façon, on se revoit, je pense, bientôt. Remets-toi bien Oui, aussi pour la commotion, et puis bah, de toute façon, on rediscutera de tout ça. Merci à tous aussi de nous avoir suivis, et puis des merci, commentaires qui nous ont un petit peu aiguillés pendant le live. Et allez tout regarder sur merci, Zone Rouge, je vais le remettre en rediffusion. Merci beaucoup. Ciao, merci de l'invite. Salut, avec prenez plaisir. soin de vous.